l'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Regardez à la télévision, mais aussi à nous suivre sur la page Facebook d'Espace TV, donc de cette émission. Merci de votre fidélité. Vous continuez à réagir via les canaux que vous connaissez, GG au 837 ou 657 39 13 13. C'est aussi sur www.espacefmguinée.info ou sur hashtag Espace GG. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos réactions. On va enchaîner avec, on reste dans le siège de la culture. On en parle. Je vous en parlais depuis le début de cette émission plutôt. 10e édition du top 5 de Guinée, du journal Podium Magazine. Un événement donc qui a lieu demain, samedi 14 décembre au Centre culturel franco-guinéen ici à Conakry. À cette occasion, il est prévu que l'homme politique ivoirien Guillaume Soro remette le prix du meilleur chanteur africain diffusé en Guinée, un prix qui porte son nom. Guillaume Soro viendra-t-il ou ne viendra-t-il pas à Conakry? Marco Ibrahim est mieux placé pour nous répondre à cette question. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour Marco Ibrahim. Bonjour Abouakar, bonjour à tous et aux millions d'auditeurs. Bienvenue dans notre émission. D'abord, pour vous planter le décor, de quoi il est question quand on entend parler de top 5 de Guinée? Je vous remercie de l'opportunité encore une fois. Le top 5 de Guinée est une distinction musicale à la base depuis 18 ans que le journal existe. Une distinction musicale basée spécifiquement sur la musique guinéenne. Strictement sur la musique guinéenne, à la limite au deuxième degré. On ne prime que des musiques qui réussissent l'alchimie entre la musique guinéenne et les musiques ailleurs. Donc vous comprendrez par là que par ce temps qui court, il n'y a pas assez d'albums, pas assez de musiciens qui peuvent être filmés chez nous, vu que la tendance a pris le défi sur une réalité culturelle, musicale notamment. Mais pour cette 10e édition, nous avons tenu à donner une dimension plus culturelle encore à cette distinction, c'est-à-dire en plus de la musique dont le trophée porte le nom Fodeba Isokera, parce qu'il est de tradition qu'on donne le nom du trophée à quelqu'un qui s'est illustré dans la musique ou, si vous voulez, généralement dans la culture. Donc, nous avons le trophée Kobailo du meilleur humoriste de l'année. Nous avons le trophée Moussa Kemet Diakité du meilleur réalisateur et réalisatrice de l'année. Nous avons le trophée KPT du meilleur artiste et opérateur culturel de la diaspora. C'est-à-dire que nous tenons compte de ce que nous faisons. La culture du monde Bien. Marco, on a du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu pour une meilleure écoute, en tout cas, dans votre intervention? Allez-y, Antoine. Marco, on constate un intérêt des Guinéens à l'endroit de l'homme politique ivoirien Guillaume Soro. Récemment, c'était Ibrahim Diallo qui a publié un livre sur la personne de Guillaume. Mais ce sont des événements combinés. Hein. Justement. Dites-nous pourquoi le choix a été porté sur Guillaume Soro. Bien, on a du mal. Je pense qu'on va essayer de le rappeler, Marco Ibrahim. Toute la question, Antoine, c'est de savoir est-ce que Guillaume Soro sera à Conakry pour prendre part à cet événement, mais aussi pour dédicacer le livre que le journaliste Ibrahim Diallo donc, vient d'écrire sur son parcours, sur sa vie et sur son parcours. On nous apprend que Guillaume Soro ne viendra pas finalement, et c'est sa cellule de communication qui a rendu publique l'information. Il a été dit que c'est compte tenu du calendrier de l'homme qui ne pourrait pas être là, mais en dessous de cela, il pourrait y avoir d'autres choses qui peuvent l'expliquer au regard du contexte actuel dans lequel nous sommes. Bien. On va peut-être Marco, on va essayer de le réécouter. Marco Ibrahim qui revient à l'antenne. Allez-y, Antoine. Voilà, donc je demandais de savoir pourquoi le choix a été porté sur la personne de Guillaume Soro. Oui, d'accord. Pour la 10e édition, comme je l'ai dit, nous avons mis en jeu un trophée de la musique africaine diffusée en Guinée. Et il était question de donner le nom du trophée à quelqu'un qui s'est illustré et qui donne et qui est dans le mécénat. Mais le plus important pour nous était de savoir qui correspondait à ce profil. Et nous avons trouvé naturellement le président Guillaume Soro parce que c'est quelqu'un qui s'investit dans la culture, dans les projets culturels
en dehors de la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire. Donc nous avons pensé qu'en lui donnant ce trophée, il peut positivement influencer les autres politiques parce que je n'ai pas à vous apprendre que la culture, c'est le parent pauvre dans nos États africains. Mais il a la particularité d'être, quand il est posté ou pas, c'est quelqu'un qui a accompagné beaucoup de projets culturels sur le continent, à part la musique où il est cité Voilà. par les Ivoiriens, les Guinéens et tout le monde. Sur les raisons de son absence en Guinée. Parce que... Guillaume Soro viendra-t-il? On peut encore maintenir la question. Oui, d'accord. Depuis 2 jours, nous avons été relancés parce que je n'ai pas à vous apprendre que quelques jours avant-hier, il n'était plus question qu'il vienne. Mais depuis 2 jours, nous avons été relancés. Nous pensons qu'il viendra ce soir, normalement, vu tout ce qui a été fait du côté des autorités. Et puis, voilà. Ouais, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait du côté des autorités? Qu'avez-vous coordonné avec les autorités pour faciliter cette arrivée? Est-ce que les autorités vous ont donné des garanties que Guillaume Soro sera bel et bien reçu en Guinée et que toutes les questions de sécurité ont été préalablement réglées dans le cadre de cette arrivée? Je peux vous assurer que les autorités compétentes ont pris contact avec nous. Nous avons étroitement échangé là-dessus. Et au détail près, ils nous ont dit ce qu'il fallait qu'ils fassent, là où ils doivent être et là où nous en tant qu'organisateurs, nous devons être également. Et jusqu'à ce matin, c'est ça qui prévaut. Donc, normalement, les détails sécuritaires sont gérés par qui le doit. Et je crois que normalement, il n'y a pas de problème. Ça, c'est aplani. Bien. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour la journée de demain avec ou sans Guillaume Soro? Bon, avec ou sans Guillaume Soro, la cérémonie se fera, la cérémonie de remise des trophées et des satisfecits de la rédaction de Podium Magazine qui décerne ça à tous ceux qui s'impliquent dans le développement de la culture guinéenne. Cette cérémonie, elle commence à 19h au Centre culturel français et en 2-3 heures, nous aurons fini la cérémonie. Mais le lendemain, le dimanche, il y aura le concert des 18 années d'anniversaire, des 18 ans d'existence du journal Podium Magazine. Mais le matin, normalement, il y aura la dédicace du livre Soro, un destin pour la Côte d'Ivoire de notre confrère Ibrahima Diallo. C'est-à-dire que nous avons combiné les événements pour donner plus de dimension à ce que nous faisons. Vous savez que normalement le calendrier du président Soro doit être très chargé, mais pour donner une autre dimension à la chose, on s'est dit, on fait la dédicace du livre d'Ibrahima Diallo du côté de l'hôtel Kaloum à 12h, et en 2 heures c'est fini, et à partir de 19h, on se rabat sur le centre culturel franco-guinéen où le président Soro normalement viendra pour donner le trophée à celui qui aura été le lauréat de la première édition qui le concerne, mais la 10e édition de cette distinction. Bien. Marco Ibrahima, administrateur général, fondateur du journal Podium Magazine, donc, qui organise la 10e édition du Top 5 de Guinée. C'est demain, samedi, du côté du Centre culturel franco-guinéen. Merci Marco Ibrahim. Merci d'avoir répondu à nos questions. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Donc, notre répondant du côté de l'opposition. On s'écoute, les gars, s'il vous plaît. Monsieur Aliou Condé, secrétaire général de l'UFDG en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Condé.
Bonjour Ablaï, comment ça va? Bienvenue dans notre émission. Il y a cette donc annonce venant de vous, de l'opposition, notamment de l'UFR et de l'UFDG. Vous avez décidé, parce qu'on a vu tout de suite que certains communicants d'autres partis politiques disent ne pas être concernés par votre décision. C'est notamment le cas du PEDN. Qu'est-ce qui justifie cette décision que vous avez prise hier de vous retirer du processus de dialogue en cours? Bien, merci pour cette initiative. Et ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est fixer le décor. Il faudrait que tout le monde comprenne que le dialogue, ça fait partie de la Constitution, c'est reconnu. Et dans tous les pays du monde, c'est la rupture du dialogue qui est grave. Le dialogue est fait pour essayer de recoller des morceaux parce que la loi n'a pas été appliquée. Lorsque la loi est appliquée clairement, il n'y a aucun problème. Si chacun joue son rôle. Deuxièmement, l'environnement. On a affaire à qui? On dit que ce n'était pas le bon interlocuteur. Non. En fait, en Guinée, on a affaire à l'État. On n'a pas affaire au RPG quand regardez ce qui se passe sur le terrain. Donc, quand vous avez des ministres d'État qui sont là, et l'État est là, et c'est lui aujourd'hui qui régente tout dans notre pays. Donc, c'est avec lui qu'il faut négocier, parce que c'est lui qui prend des décisions. Par exemple, en ce qui concerne le problème de la mise en œuvre, si vous voulez, de la première recommandation du communiqué présidentiel, à savoir l'installation, le parachèvement du processus électoral, aujourd'hui, la balle réellement est dans le camp du ministère de l'administration du territoire. Parce que le code est clair, la loi est claire là-dessus. Mohamed Mara a déjà expliqué toute la procédure, je l'ai bien suivi, donc on ne va pas le répéter. Donc aujourd'hui, une fois que les élections communales terminées, les résultats sont déposés au ministère de l'administration du territoire. Il revient au ministère de l'administration du territoire de prendre un arrêté conformément au code des collectivités pour donner la composition du conseil de quartier des 4 et quelques mille quartiers et districts qui existent dans le pays. Il devait faire cet arrêté et l'envoyer à chaque maire. Chaque maire reçoit les arrêtés concernant les quartiers et les districts de son ressort. Et il donne aussi les résultats en donnant la composition du conseil de quartier conformément aux résultats qu'on a recueillis. Donc la balle est dans son cas. Mais aujourd'hui, la CENI et le MATD se rejettent la balle. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Donc je voulais d'abord fixer, si vous voulez, cet environnement qu'on discute, le planter le décor, et donc c'est par rapport à cela que nous discutons. Mais beaucoup pensent que vous n'aviez pas à venir dans ce dialogue, parce qu'on a entendu quand même cela dans ce studio. Qu'est-ce qui a justifié venir à ça. Bien, allez-y, nous vous écoutons. Venir à ça. Vous savez qu'il y a une crise par rapport au quartier qui est latente. Tout le monde réclame le parachèvement des élections. Vous savez qu'il y avait déjà une crise qui a démarré avec le processus électoral. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Il y a des personnes de bonne volonté, notamment le personnel de bonne volonté, qui se sont mis, disons, à la disposition de Guinée pour essayer de recoller les morceaux. Aujourd'hui, on parle de la présence des anciens chefs d'État, mais leur présence aussi s'inscrit dans ce cadre. Toute la communauté internationale envoie des messages à la Guinée, la paix. Mais la paix, c'est quoi? Ce n'est pas un vain mot. La paix, ça se cultive, ça se construit par le respect des lois de la République. Si les lois ne sont pas respectées, mettez-vous ensemble pour voir comment vous allez régler les problèmes. Donc, il s'agit de cela. Donc, nous sommes partis au dialogue par rapport à ça. On a accepté. On a mis un format très restreint. On nous a demandé même d'avoir, si vous voulez, le droit de réserve pour donner toutes les chances au dialogue. Nous avons accepté. Donc, nous sommes partis à ce dialogue pour cette raison, puisque le communiqué de la présidence était clair. Il y avait 3 points. Le premier, oui. Finalement, parce qu'il y a eu quand même 2 rencontres présidées par l'un des conseillers à la primature. Qu'est-ce qui a fait que finalement les discussions n'ont pas trop avancé du côté du Palais du Peuple? J'en venais. La première réunion a consisté à planter le décor. Et lors de cette réunion, on a planté le décor, on a parlé de l'ordre du jour, donc le parachèvement des élections communales et le processus électoral. N'oubliez pas que dans le communiqué, on avait parlé même de la revue éventuelle du calendrier électoral, dans le communiqué de la présidence. Donc, révisiter le communiqué, vous le trouvez. Donc, ça a été dit. Donc, le premier point, nous avons dit à la première réunion, c'est bien, ce que nous souhaitons maintenant, comme il s'agit de parachèvement, que la CENI et le MATD, les deux, nous donnent les résultats qui viennent à la prochaine réunion, avec les résultats des élections communales,
pour qu'on voit comment on peut procéder pour aller le plus rapidement possible à l'installation des conseils de quartier et des chefs de quartier. On s'est mis d'accord sur ça. Sur le deuxième point, on a dit la même chose. Nous souhaiterons que la CENI vienne nous faire le niveau d'avancement et du déroulement du processus électoral. C'était nos deux requêtes. Donc c'était un jeudi. Et la CENI, on a demandé une réunion lundi, on nous a dit non, tout le monde n'était pas disponible. Donc il a fallu attendre mercredi, donc pratiquement une semaine jour pour jour, pour que la CENI qu'on se retrouve au niveau du dialogue. On s'est retrouvés là, on a donné la parole d'entrée de jeu à la CENI, on dit bon, la CENI explique, la CENI explique, non écoutez, nous on n'a pas de résultats par quartier, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, on a fait directement les résultats par commune qu'on a adressés au MATD. Alors on était ébahis, on dit mais on est dans quel exercice là? De quoi il s'agit? Comment la CENI peut venir nous dire qu'elle n'a pas de résultats par quartier? Alors qu'il y avait 4 000 et quelques quartiers, plus de 15 000 bureaux de vote qui ont été recensés, dont les résultats sont enregistrés par eux. Alors, comme il n'y est, moi j'ai sorti mes documents CENI, montrer tous les résultats par quartier dans une commune donnée, tous les résultats de tous les quartiers de la commune concernée et les résultats de la commune signés par le président de la CACV. Je leur ai montré. J'ai dit, mais voilà, ces documents existent. Si vous les avez cachés, vous ne voulez plus qu'on les voit, ou vous les avez détruits, c'est autre chose. Mais nous ne pouvons pas discuter. Donnez-nous les documents parce qu'ils existent, les voilà. Ils ont souhaité que je leur donne mes copies. Je dis non, c'est pas à moi de vous donner la copie. Et un de nos collègues a repris l'article 99 pour le lire. Parce que l'article 99 dit que 15 jours après l'installation des maires des communes, on doit installer les conseils des quartiers. Donc ce n'est pas après ça qu'il faut se mettre à calculer les 4000 et quelques quartiers. Donc ça veut dire que le travail est déjà fait en amont. Donc aujourd'hui, quand on a constaté des heures de discussion, on a constaté que la CENI, après quand on leur a montré les preuves, elle dit bon, nous allons nous référer, on vous reviendra. On a dit, mais écoutez, on n'est pas là pour perdre du temps, on a autre chose à faire. On est passé sur le deuxième sujet. Tout le monde, on a expliqué toutes les anomalies qu'il y a. Aujourd'hui, vous le savez. C'est quoi? Aucun Guinéen n'est étranger. À l'extérieur, personne. Vous suivez ce qui se passe à l'extérieur. Sénégal, pas d'enrôlement. Angola, pas d'enrôlement. Lomé, pas d'enrôlement avec le consul qui est suspendu. Bénin a arrêté. Le Nigeria ne fait pas. Et en Guinée-Bissau, on a mis des cartes dans la capitale. On a refusé de les amener dans les lieux où il y a la population. On amène au Niger 2 cartes où il n'y a pas de population, qui n'ont enregistré qu'environ 300 électeurs. On laisse des pays comme le Mozambique où il y a beaucoup de ressortissants guinéens, ou le Congo-Brazzaville, on ne les prend pas. On va prendre des pays comme la Malaisie, on amène des kits en Thaïlande là-bas où on n'a même pas de consul, on laisse l'Indonésie où on a des consuls. Mais c'est quoi ça? Tout se passe comme s'ils sont en droit de tout faire. Alors que normalement, nous devons avoir des réunions préliminaires pour fixer tout ce cadre, pour qu'on s'entende, parce que la CENI est un organe de gestion des élections. Honorable Condé. Non, j'en finis. Pour aller par rapport à votre question. Donc, une fois qu'on a constaté qu'ils ne veulent ni de la première question, ni de la première suggestion, ni de la deuxième suggestion, on a dit, écoutez, lorsque vous serez prêts, l'année à laquelle vous serez prêts, vous nous appellerez. Si ça nous convient, on viendra, mais pour le moment, nous ne venons pas perdre notre temps. Oui, mais quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences de ce retrait momentané, de cette suspension de votre participation au cadre des dialogues? Quelles sont les conséquences politiques? Pendant ce temps, la CENI, elle continue de dérouler tranquillement son calendrier. Est-ce que finalement, ce ne serait pas contre-productif? Et l'autre question, peut-être, on va enjamber directement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque que l'opposition dans son entièreté s'entende sur la possibilité carrément de se retirer du processus électoral tout simplement? Non, je ne pourrais pas avoir la prétention de parler au nom de toute l'opposition, s'il vous plaît. Vous savez que c'est tout un processus de décision, mais ce que je voudrais vous dire, que même dans le rapport d'audit, à l'introduction, ce qui a été dit, que l'audit avait été organisé pour essayer de recréer la confiance entre les acteurs et le processus électoral, et particulièrement avec le fichier électoral. Vous savez, si le fichier électoral n'est pas consensuel, on ne peut pas aller à des élections apaisées. Aujourd'hui, la mouvance dit qu'on est en train d'enregistrer, que l'opposition enregistre à Ratoma, à Mamou, à Labé, des mineurs et autres. L'opposition dit qu'on est en train de faire ceci. Il y a une incohérence, notamment dans la démarche de l'opposition que moi je veux relever. Vous décidez de suspendre votre participation aux travaux du comité de suivi parce qu'il y a des irrégularités qui entachent le processus d'enrôlement des électeurs, mais au même moment, vous participez
Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez demandé l'arrêt des opérations. La CENI continue tranquillement de dérouler son chronogramme. Et finalement, à quoi devront s'en tenir du côté de l'opposition? Révisitez l'histoire de la Guinée. Vous trouverez que ce cas d'espèce, c'est du vécu déjà. 2013, vous avez oublié qu'en 2013, on a fixé le 30 juin comme date des élections législatives? Vous vous rappelez ce que nous avons pris comme décision, toute l'opposition? Et les élections, elles ont eu lieu finalement quand? Le 28 septembre 2013. On a repris le dialogue avec les partenaires. Non, vous me dites qu'il y a un possible report, c'est ça? Non, vous dites qu'il n'y a pas de cohésion. Vous insinuez un possible report. Je dis non, je vous dis qu'à ce stade... Est-ce que c'est ce que vous demandez aujourd'hui, au-delà de la comparaison? Est-ce que c'est ce que vous demandez aujourd'hui, le report de la date des élections? On n'a pas demandé le report de la date des élections. Nous avons demandé qu'on fasse un arrêt pour qu'on fasse l'évaluation du processus électoral, qu'on ne soit pas trop... Honorable. Attendez, vous aussi. Allez-y, honorable. S'il est avéré que le fichier est corrompu, on ne peut pas continuer avec. S'il est avéré que ce n'est pas vrai, on continuera. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons avoir un fichier consensuel. Parce que n'oubliez pas que c'est ce fichier qui va être utilisé. Oui, mais pendant ce temps, c'est ce que relevait Bassekou. Oui, mais l'opposition ne vous écoute pas. Et plutôt, la CENI ne vous écoute pas, honorable. La CENI continue de rouler. Et dans 48 heures, dans 72 heures normalement, cette opération va prendre fin. Je suis en train de vous dire qu'en 2013, elle ne nous avait pas écoutés, mais elle avait fini par nous écouter. On se donnera les moyens pour qu'elle nous écoute. D'accord, honorable. On va se donner ces moyens. L'autre question, vous allez manifester pour cela. On se donnera les moyens pour que la CENI l'écoute. Donc les manifestations ne sont pas exclues. Pardon? Des manifestations pour demander l'arrêt du processus électoral ne sont pas exclues. Je vous dis que je ne saurais parler au nom de toute l'opposition. Parlons justement. Vous m'avez appelé. Ouais. Vous m'avez appelé. Allez-y Antoine, dernière question. Et les réels constats, je vous l'ai dit. Maintenant, l'opposition se retrouvera et prendra des dispositions idoines au déroulement du processus. Dernière question, Antoine. Aux élections. Parlons justement d'opposition honorable. Nous constatons quelques petits soucis à l'interne. On constate que le bloc libéral de Faya se plaint par rapport à ceux qui représentent l'opposition à ces pourparlers. On a vu aussi que le PDN n'est pas content par rapport à la façon dont l'UFDG et l'UFR sont allés à ce dialogue. Comment s'est fait le choix des représentants de l'opposition à ce dialogue? C'est les anciens membres du comité de suivi. C'est tout. Les anciens membres qui étaient là. Sinon, c'était la mouvance, l'UFR et l'UFDG, c'est nous qui étions là au comité de suivi. On a réduit le nombre de participants, c'est tout, 3. Donc, ce cadre, il ne peut pas être élargi. Il ne peut pas être élargi à d'autres formations politiques. Non, pour les sujets qui sont en train d'être discutés, ceux qui étaient là, c'est largement suffisant pour discuter des questions. Et les autres ne sont pas concernés par ces élections-là. Quand même, ce sont des partis. Ça ne veut pas dire que les autres aussi n'ont pas leur mot à dire, quand même, honorable. Ils ont leur mot à dire aussi, le PDN, le BL, le PADES, entre autres. S'il vous plaît, c'est-à-dire que le schéma que nous avions prévu, c'est que nous discutions. Avant de partir, une fois que les sujets sont engagés, on revient, on refait le compte rendu à nos partenaires politiques, à tout le monde. Est-ce qu'il y a eu concertation? Est-ce qu'il y a eu concertation préalable? Non, comme je vous dis, on a posé d'abord des questions. On est venu, il y avait la séance inaugurale, on a mis l'emploi du temps, on a demandé des documents. On devait avoir ces documents pour qu'on puisse retourner et les analyser. Mais puisqu'on a vu que les documents ne sont pas disponibles, on a dit que ce n'est pas la peine de continuer. Donc ils ne nous ont pas donné le temps nécessaire, si vous voulez, et la raison suffisante vous ne craignez pas vers les autres partis d'opposition pour échanger avec eux. Vous ne craignez pas une implosion de l'opposition par rapport à ces dialogues au regard des frustrations constatées? Non, pas du tout. Pas du tout. Bien. Honorable. Aujourd'hui, nous mettons l'État, le pays au-dessus de tout. Et je crois que si notre pays court des risques énormes, c'est à cela que le FNDC a été créé. Et je pense que étant tous membres de cette organisation et ayant tous le même objectif, vraiment de sortir notre pays de l'ornière, nous pourrons toujours trouver un point de rencontre. Bien. Toute dernière question, à quelles conditions, à quel prix vous reprendrez votre place autour de la table du dialogue? Si les documents demandés sont disponibles. Lorsqu'ils seront disponibles.
Les documents, c'est-à-dire les résultats des communales, plutôt des résultats des communales et qu'on s'entende de faire une halte pour faire le diagnostic du processus en cours. Bien. Mais si pendant ce temps, d'ici à, parce que le processus d'enrôlement prend fin le lundi 16, si la CENI venait à clôturer... Pas grave. Même après la fin, ce n'est pas grave. L'essentiel, quand on dit le processus, ça peut être tout le chronogramme, le reste du chronogramme qui est suspendu, on arrête, on regarde. Bien. C'est fait pour aller de façon sûre devant. Bien, ce serait peut-être la deuxième fois qu'on s'arrêtera, on amènera la CENI à arrêter ses opérations, ses activités dans le cadre des préparatifs de ces élections législatives. C'est quand même un énorme gâchis. On a eu par le passé, c'est pas impossible que ça se fasse. Ah ouais, bien, on va suivre et regarder tout cela, tout ceci de près. C'était honorable Aliou Condé de l'UFDG en direct. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.